Taxi FM 93.1 FM. Lomé Togo, abonne-toi à Radio Taxi FM TG sur YouTube. Like, commente et partage ton programme préféré diffusé sur la géniale des radios Taxi FM. Taxi FM sur YouTube, Radio Taxi FM TG. Et les programmes de la géniale des radios de ta capitale en boucle. Taxi FM, émission politique, sportive et culturelle, en direct. Madame, Messieurs, bonjour à tous. Nous sommes ravis de vous avoir avec nous ce matin à la gare routière de l'information avec mes confrères en studio. Napokura Francisco, Acha Ibrahim, on sera rejoint en studio par Isidore Sassoua Kolor. Nous reviendrons sur les grands sujets qui font encore l'actualité aujourd'hui. On parlera de la politique avec la 5e République. La suite, ce sera quoi? Faure Gnassingbé se donne 1 an pour mettre en place toutes les institutions de la 5e République. Eh bien, on reviendra sur le sujet, un petit peu comme le confrère Le Mania Libéré l'écrivait encore ce matin. Eh bien, tout a été bien pensé. Faure Gnassingbé ne fera pas un jour de plus au pouvoir. Pour l'instant, il est toujours donc en train de faire son mandat qui court jusqu'au 3 mai 2025. Faure Gnassingbé achèvera son mandat en tant que chef d'État sans un jour de plus, écrit donc notre confrère. Vous vous rappelez, la dernière fois, on a promulgué le test, c'était le 6 mai 2024. Eh bien, le 5 mai 2025, eh bien, tout sera fait et il sera peut-être, puisque ça a été dit d'ailleurs, le président du Conseil des ministres. Il n'y a pas que ce sujet sur lequel on reviendra avec les confrères. Nous parlerons également de la justice avec ce nouveau message d'un autre patron, c'est le ministre, qui donne un message à tous ceux qui travaillent au niveau de la justice. Eh bien, la question, hier on l'avait posée, on n'a pas pu le traiter. On revient là-dessus. La justice togolaise est-elle véritablement à refaire? Alors, qui donc détient la clé? On va en parler. Bienvenue chez nous. Taxi FM, la seule radio de débat, d'infos et de sport. Merci pour votre fidélité à la radio. Génial Taxi FM Lomé avec mes confrères en studio. Bonjour Acha Ibrahim. Bonjour Saint-Éric Gator, bonjour aux auditeurs et auditrices de la radio Taxi FM. Merci d'être là. Bonjour à tous ceux qui nous suivent. Merci. Merci beaucoup. Bonjour Francisco Napokura. Oui, bonjour cher Gator, bonjour aux auditeurs et auditrices de Taxi FM. Merci d'être là ce matin. Nous allons commencer par ce sujet politique. C'est vrai qu'on en a parlé assez longuement depuis bien que le sujet est tombé dans le domaine public, comme on dit chez nous. Et ce matin, j'avais promis aux auditeurs qu'on allait revenir sur la question à la gare routière. Nous y sommes, on va en parler, puisque vous faites un article sur ce sujet-là, la promulgation de la nouvelle constitution au Togo. Les derniers vœux d'une mère patrie assassinée, hein. C'est quand même cocasse comme titre. Qu'est-ce que vous racontez à peu près? Oui, c'est une réflexion. C'est le dernier coup de boutoir. Voilà. Donc, c'est une réflexion qui exprime, disons, pratiquement tous les actes manqués de la 4e République. Et qui, aujourd'hui devient 5e République. Et donc, pour le peuple, comme on le dit, que c'est la nouvelle République, la 5e République, qui donnera tout, qui va résoudre beaucoup de problèmes. Et toujours, les gens continuent de regarder dans le rétroviseur, on continuera à la preuve. Jusqu'à ce jour, c'est promulgué, mais tout ce qui va nous régenter jusqu'à au 5 février 2020. Voilà. 5 mai. Au 5 mai, voilà. 5 2025. 2025, c'est toujours pratiquement une partie, n'est-ce pas, de cette 4e République. 4e République. Et donc, pour nous, vivement que tout le regret qui est resté en arrière puisse être rapidement comblé, à savoir
le pouvoir d'achat aux Togolais, parce que on peut dire que la 4e République, en descendant, ont privé les Togolais de la joie, des ressources, d'accord, et que on estime et on espère que avec la 5e République, la gouvernance va décider de retourner aux Togolais leur dignité, à savoir que aujourd'hui les gens crient que le bol du maïs est à 1200. Oui. Mais allez-y voir, est-ce que le paysan, parce que j'ai lu quand même quelque part, quand certains internautes disaient qu'on n'a qu'à laisser le journalisme pour aller faire le champ, que le bol du maïs est à 1200. Vous avez lu aussi? Oui, sauf que je crois avoir lu ça aussi. Sauf que avec nos observations sur le terrain, ce qui rentre dans les mains, n'est-ce pas, du paysan, ce n'est pas 1200. Puisqu'il est toujours pauvre. Ce n'est même pas 500 parce que, et finalement, quand vous finissez de faire votre champ de maïs aujourd'hui, d'abord, quand vous mettez à terre, il faut compter sur dame pluie. Si la pluie est abondante, les graines ne vont pas germer. Oui. Et si la pluie est régulière, oui. Maintenant, quand ça pousse, et il faut aussi la main-d'œuvre agricole qui n'existe plus dans notre pays pour faire un demi-lot. Un demi-hectare de maïs, ce n'est pas, c'est la croix et la bannière, pour ne pas dire un hectare d'igname, c'est pas facile, c'est pas évident. Donc, le producteur jusqu'à ce jour n'est pas payé à sa juste valeur. Donc, et quand il fait ce champ, il faut aller vers maintenant la récolte. Avant que lui ne récolte, il y a des voleurs qui sont passés par là, qui ont déjà décimé la moitié du champ pour aller faire vendre le maïs frais. Oui. Donc, sur 1 hectare, il y a des gens qui sont allés même jusqu'à récolter juste 2 sacs, deux sacs de maïs de 20 bols, alors que le rendement d'un hectare est au-delà de 20 sacs. Et donc, il y a beaucoup de choses, que ce soit le cacaoculteur et autres. Et donc, on voit que tous nos villages, il suffit de rentrer dans ces villages du pays, que ce soit dans les plateaux ou à l'intérieur, vous verrez que les tôles qui sont sur les maisons sont des tôles qui datent de plus de 40 ans, voire 50 ans, il y en a plus, d'accord, et qu'on voit, et ça montre que, en fait, notre évolution a des problèmes. Donc, il va falloir que la 5e République retourne puisse régler ça. Au pays. En tout cas, le ministre Gilbert Barra disait encore chez nos confrères, je crois, de Niwa TV la dernière fois, que la constitution actuelle, puisque le confrère, le message, il a cité clairement la une de son journal ce matin, la constitution actuelle permet de bâtir un système de partage de responsabilités. On va en parler, mais la question demeure sur le tapis. Aujourd'hui, la 5e République, on y est dedans, enfin, on nous dit que on a un pied dedans. Il y a un pied qui est toujours dans la 4e République, puisqu'il va falloir gérer cela pendant 1 an, ou durant 1 an, avant de nous balancer totalement et pleinement dans la 5e République. Et qui sera le président de la République? Parce que visiblement, Faure Gnassingbé sera le président du Conseil, puisque c'est lui, le patron de tous ceux qui ont la majorité à l'Assemblée aujourd'hui. C'est bien ça, hein, Cheikh Ibrahim? Oui, c'est bien, puisque la nouvelle constitution dispose que le président du parti majoritaire sera le président du Conseil des ministres. Donc, l'évidence, c'est que le président du parti majoritaire aujourd'hui, c'est M. Faure Gnassingbé, donc le président national du parti UNIR. Donc, c'est lui qui sera le président du Conseil des ministres. Bon, pour le choix du président de la République, selon les dispositions de la nouvelle constitution, il sera élu par les 2 chambres qui composent le Parlement. Donc on attend qu'il y ait la nomination des sénateurs de la part du chef de l'État, parce qu'il a aussi une majorité, une marge aussi pour pouvoir des conseillers régionaux. Voilà, qui doit nommer pour compléter le nombre. Au niveau des conseils régionaux, c'est aussi l'électorat pour pouvoir aller vers l'élection. Oui.
des sénateurs. Les conseils municipaux, les conseils régionaux qui vont élire les sénateurs. Les sénateurs, et donc, et le chef de l'État aussi il va nommer aussi un tiers, je crois. Un tiers, voilà, bien évidemment. Et donc, quand ça sera fait, je pense qu'on aura le Sénat. Et quand le Sénat sera mis en place, c'est à ce moment qu'il faut penser maintenant à l'élection du président de la République. Et ça ne doit pas être un sujet tabou, parce que jusqu'alors, quand on évoque l'élection du président de la République, les gens tiquent, les gens se disent mais les gens ne comprennent pas, c'est comme si on était encore dans un système où ce procédé est tabou, bon voilà, personne ne doit toucher, personne ne doit discuter autour de la chose. Je pense que les Togolais doivent évoluer avec sur le plan mentalité et savoir que la nouvelle constitution donne aussi des opportunités à des citoyens togolais d'être président de la République, même si c'est honorifique. C'est quand même un poste de haute responsabilité. Et là, je pense que ça permet aussi à l'État togolais d'essayer de nouvelles idées, d'essayer de nouvelles dynamiques, parce que le président de la République qui sera élu, quoique son rôle ne soit que protocolaire et autres, il sera vraiment amené à discuter avec le président du Conseil des ministres, et j'ose croire que cette dynamique peut enclencher beaucoup de choses pour le bien des Togolais. Et c'est ce que chacun attend. Pour le moment, ce sont des supputations. Les gens disent que forcément, il doit venir aussi de unir. Mais jusque-là, les tests ne sont pas clairs là-dessus. Je pense que il revient vraiment aux sénateurs et au Parlement de voir la personnalité qui puisse faire l'unanimité, la personnalité qui a une certaine moralité à vendre, parce que le président de la République, il doit être un modèle, bien évidemment. Il doit être quelqu'un qui puisse amener les Togolais à se retrouver, quelqu'un qui puisse aussi rassembler les Togolais, quelqu'un qui puisse aussi, au moment où nous serions face à certaines situations, qui puisse au moins apporter son discours apaisant à la nation, qui puisse aussi se prononcer sur un certain nombre de sujets, qui puisse amener le Togo vraiment à aller de l'avant, puisque nous devons nous positionner en patriotes. C'est le défi actuel, ce n'est pas prêcher pour la chapelle de quel parti politique, prêcher pour quelle région, faire en sorte pour que telle communauté puisse être la mieux vue dans le pays, mais c'est de voir comment nous pouvons propulser le Togo sur l'orbite du développement. Puisque moi je le dis toujours, vous savez, je n'ai jamais varié. Moi je dis l'enjeu actuellement, en ce 21e siècle, c'est le développement. Parce que quand vous voyez un peu ce qui se fait autour de nous, c'est le développement. Tout est fait pour amener le pays vers le développement, que ce soit avec les putschistes même dans le Sahel. Quand vous voyez comment ils agissent, c'est que au-delà de l'aspect sécuritaire qu'il faut garantir, il y a le volet développement qui suit directement. Donc voilà, nous devons aller vers là. Je pense que le Togo a toutes les compétences, a tout, en tout cas toutes les ressources humaines capables d'aider à ce que le pays aille de l'avant en matière de développement. Aujourd'hui, on ne va plus le cacher, en tout cas on ne le cachera plus longtemps, sauf surprise. Faure Gnassingbé sera le président du Conseil des ministres. Et donc, il va falloir trouver quelqu'un pour occuper véritablement ce fauteuil du président de la République, pour peut-être donner le sentiment qu'on nous sommes en train de faire ce que certains ont appelé tout leur vœu l'alternance. C'est bien ça quand même, hein, Francisco Napokura. Oui, comme je le dis souvent, dans le Togo de demain, il y aura toujours le Togo d'aujourd'hui. Ouais. C'est-à-dire que tout ne sera pas balayé du revers de la main. Ça veut dire quoi? Oui, bon, ça veut dire que d'une part, vous l'avez dit tout à l'heure, que le président de la République, Faure Gnassingbé, sera le président du Conseil. Oui. Donc, créant une alternance à la tête, avec bien évidemment quelqu'un, une personnalité. Achal souhaite que ça soit, disons, un casting qui, n'est-ce pas, ne soit pas partisan. Mais ça, je doute fort que ça puisse arriver. Mais quand même, au bout de 4 ou 5 ans, on aura un ancien président
peut-être c'est, disons, le moulin fabrique des anciens présidents. Au moins, on en aura qui soient vivants et qui meurent au pouvoir. Donc, de toutes les façons, on est là pour le vivre. Les Togolais doivent aller à la résilience. Je crois que c'est le terme. Avant, je disais que c'est résignation, mais je crois que il faut opter vraiment pour cette résilience. Surtout voir que chacun est maître de lui. Il ne faut pas que quelqu'un s'attende que c'est un autre quelque part, ou bien c'est un gouvernement qui va venir éduquer ses enfants à la maison. Bien sûr. C'est un gouvernement qui va surveiller ses enfants entre l'école et la maison. Donc c'est soi-même avant tout. Bien sûr, bien sûr. Et puis ce sujet qui va se poser dans les jours à venir, le nouveau président de la République, le nouveau président du Conseil, où est-ce qu'ils vont rester? Que ce soit pour leur domicile ou leur bureau. Et nous savons, puisque pour nous autres, on n'a connu que 2 présidents, le général Gnassingbé et Adema et Fort Gnassingbé, nous savons que la résidence est Lomé 2. Et pour le président de la République, lorsqu'on aura un président, où est-ce qu'il va résider? À Lomé 2? Non, je pense que vous posez une question. En tout cas, que les Togolais. Je l'ai posé ce matin. Que les Togolais ne sont pas encore posés. Parce que il faut d'abord faire des précisions. On nous a toujours dit que la résidence du chef de l'État, je veux parler de Feu Gnassingbé et Adema, était une résidence privée, celle qui a Lomé 2. Ah, c'était une résidence privée. Privée, c'est ce qu'on nous a toujours dit. Ah, okay. C'est une résidence privée. Donc si c'est une résidence privée, et où est la résidence ça ne rentre pas dans le patrimoine de l'État. Oui, parce que je me suis abstenu d'évoquer le thème de patrimoine tout à l'heure, et ça fait ADC quand même. Tout à fait. Mais où se trouve cette résidence officielle là? Officiellement, Adema était un militaire, il était au camp hérité. Oui. Et il avait sa villa là-bas. Où devait être la résidence du président de la République? Je pense que l'État togolais doit prévoir ça. Donc à l'époque, Adema n'avait pas, à mon avis, pensé pas pensé, mais il n'avait pas prévu cela. Maintenant, avec l'arrivée du chef de l'État, M. Fort Gnassingbé, jusque-là, là où il réside, le site sur lequel il réside, là où nous savons, nous Togolais, c'est le même site où Adema était. Donc jusque-là, nous ne pouvons pas nous prononcer pour dire que c'est pour l'État ou bien c'est pas pour l'État. Mais nous savons quand même que la présidence de la République, où il travaille, c'est à côté encore. Oui, ça c'est le boulot. C'est le boulot. Et nous avons la chance d'avoir 2 palais. Il y a le palais qui est de l'autre côté vers la mer, derrière Ibis, et le palais qui est ici. L'ancien palais. L'ancien palais, tout à fait. C'est le nouveau palais. Et le nouveau palais. Donc automatiquement, pour les 2 autres personnalités de l'État, prévues par, disons, la nouvelle constitution, peut-être que le problème sera réglé. Oui. L'un va occuper, l'autre sera peut-être dans la nouvelle, dans le nouveau palais. Et si vous avez la chance de passer par là, nous en ralliant, en quittant Guichetia pour aller, les travaux sont en cours et il y a de nouveaux bâtiments, en tout cas, qui ont émergé là-bas, qui sont sortis du sol. Donc ça voudrait dire que tout est en train d'être aménagé pour que les personnalités ou bien les hautes personnalités de l'État, dans le cadre de la nouvelle constitution, puissent avoir un toit où travailler, peut-être, ou aussi habiter. Ça, je pense que ça serait une organisation, et le président du Conseil des ministres prendra les dispositions nécessaires pour que les choses aillent normalement. Alors, est-ce qu'on fait mal de poser ce débat-là maintenant, parce que là, il va falloir que les choses soient clarifiées, Francisco Napokora? Vous savez, monsieur le Riga. Là, Acham me renseigne ce matin qu'on nous a dit, moi je me rappelle pas trop, que c'était un domicile privé d'Adema, Lomé 2. Oui, il y a, quand on visite l'histoire, il y a eu quand même des moments où on a senti que c'est pour l'État, surtout après la conférence nationale, et disons au cours et choses, et puis aussitôt après, c'est encore devenu, je crois, un bien privé. Donc, vous savez, pour l'instant, nous ne sommes pas encore totalement intégrés dans la gestion État. Pour l'instant, nous gérons des personnes. C'est pas si sinon, même dans le protocole, quand vous voyez le protocole de l'État, la dernière, vous avez vu par exemple l'accident, par exemple, du président iranien. Oui. Et
l'UTT, comment l'appelle-t-on, que peut-être d'autres délégations sont dans d'autres avions, d'autres ils vont sombrer tous. Ils vont sombrer tous. Mais dans nos pays, on voit des choses comme ça, où les premières personnalités se déplacent ensemble, s'amassent dans un seul hélicoptère, et ça ne dit rien à personne. Et ça, c'est le fonctionnement de la sécurité des personnalités publiques. On ne doit pas badiner avec. On ne doit pas badiner avec. Donc, et pour les palais et autres, même les résidences, et malheureusement, nous n'avons qu'un seul coin UP au Togo en matière de résidence, qui est la résidence de la Caisse et ses extensions. Si on avait 2 ou 3, quand vous allez au Burkina, et le bureau ou bien le palais du Premier ministre, du président de l'Assemblée nationale, c'est des choses distantes. On ne les regroupe pas comme ensemble, ça. Ouais. Maintenant, comment on va le faire au Togo quand les routes qui mènent vers nos maisons, on est obligé. Il faut quand même créer une résidence pour le nouveau président. Il a dit, il y a par exemple l'ancien palais de la Marina, oui, que peut-être le nouveau peut, le président peut occuper, si c'est pas que le palais des eaux de Marc a été, est transformé en autre chose. Et on pouvait aussi avoir la résidence, n'est-ce pas, du prochain président là-bas. Et là, on sait que c'est isolé. Il est à la mer, pendant que le président du conseil est de l'autre côté de la lagune. Oui. Bon, bref, tout ça, on doit réinterroger notre fonctionnement, notre pays. Et on va où? Qu'est-ce qu'on veut? Par exemple, je vous donne par exemple l'Assemblée nationale. Le siège de l'Assemblée nationale qui est aujourd'hui incrusté. Oui. Et derrière le palais derrière le palais de la présidente de la République. Mais ce siège était censé être au-delà de Lomé, les Daviers. Ah bon? Ah oui. Et je vous dis que je rends hommage à Daoukou Péré. C'est quand Daoukou Péré a été premier président de l'Assemblée nationale, c'est à l'époque que la négociation avait eu lieu avec les Chinois pour nous construire, n'est-ce pas, et disons un siège de l'Assemblée. Et vous allez voir l'ancien siège de l'Assemblée nationale qui est au niveau de la plage. Vous allez voir qu'autour il y a des résidences. Oui, bien sûr. C'est la même configuration, c'est-à-dire que pas à Lomé, au-delà de Lomé. Cela suppose que déjà l'autoroute que nous voulons, Lomé 5 aurait déjà commencé, au moins disons dépasser Tchévier. Donc on aurait, disons à Davier ou après Davier, disons un grand coin, disons un quartier résidentiel qui soit, disons l'Assemblée nationale, les bâtisses et les résidences. Et non, quand un député par exemple arrive, il faut qu'il loue une maison. C'est maintenant qu'il commence, le gars n'a jamais pensé venir rester à Lomé. Oui, oui. On l'oblige à peut-être maintenant construire à Lomé au détriment de là où il était. Est-ce que vous voyez? Oui, donc voilà que c'est tout un ensemble. Et il faut que ça soit insufflé, et ça soit programmé, planifié, réalisé. Donc c'est le bien pour le pays. Alors, c'est-à-dire, vous posez aussi un autre débat, c'est-à-dire que d'avoir pour les institutions de la République, que eux tous soient ensemble, que c'est... Il y a un risque quand même par rapport à tout ça. Hein. Quand on prend la résidence de la Caisse et tout le reste, ils sont tous là-bas, incrustés là-bas. Oui. Bon, mais ils ne sont pas tous là-bas. Oui, mais non, quand je dis tous, le président de la République, le Premier ministre, le l'Assemblée nationale, oui. C'est là-bas. Oui, bon, ce sont des initiatives de l'État pour pouvoir avoir au moins des domiciles ou bien des logements entre griffes acceptables. Et cela permet aussi de donner un attrait en matière de modernité à la ville. Donc, vous vous souvenez que à l'époque de la tenue de la conférence des chefs d'État dans le cadre de l'OUA, il y avait eu aussi la cité OUA qui a émergé. Bon, tout ça, c'est des initiatives pour vraiment donner un aspect beaucoup plus attrayant à la ville, pourquoi pas au pays. Mais le sujet posé, je pense que c'est très pertinent en ce sens que jusque là, nous ne pensons pas
dans la dimension futuriste de la chose, parce que nous parlons toujours de l'exode rural et nous disons que Lomé draine beaucoup de population. Les gens quittent l'intérieur du pays pour venir à Lomé. Pourquoi les gens viennent à Lomé? C'est parce que toutes les opportunités sont concentrées ici à Lomé. C'est ce qui fait que même les réseaux, parce qu'aujourd'hui pour avoir une place au soleil, il faut intégrer un réseau. Tous les réseaux sont et tous les réseaux sont concentrés ici à Lomé. Si vous ne venez pas à Lomé, vous ne pouvez pas être à Dapongwe et activer un réseau directement. Il faut être sur place et intégrer un réseau pour pouvoir avoir la place au soleil. Ça fait que tous les jeunes à la quête d'un avenir meilleur sont obligés de revenir vers Lomé. Et ça crée vraiment des situations auxquelles on ne s'attendait pas. Et je pense que pour remédier à cela, il était important d'aller vers ce que nous appelons la délocalisation de certaines institutions. Et Napo Francisco le disait tout de suite. Si l'Assemblée nationale était peut-être à Kévier, les séances allaient se tenir là-bas. Ça allait aussi être un pôle d'attraction là-bas. Les gens allaient se diriger, offrir, faire des prestations, tout ça là. Au Bénin, ça va développer. Au Bénin, par exemple, nous savons que la capitale politique c'est Bénin, c'est Porto Novo. Porto Novo, oui. Et vous voyez un peu comment les gens rallient Cotonou, Porto Novo dans la journée, parce qu'il y a des affaires. Et ça crée un certain nombre de dynamisme au plan économique, au plan social, et pourquoi pas au plan diplomatique, parce que même les représentations diplomatiques, certains font des choix d'aller rester à Porto Novo. Oui. Donc si aussi on avait ce plan ici, je pense que il y a longtemps on devait avoir de ce mouvement. Et même pourquoi pas on peut donner en tant que journaliste une petite idée. Dans le cadre de la 5e République, le chef de l'État, je parle du président de la République, on peut le laisser à Kara. Ah bon, je pense que ça serait très bien avec une bâtisse là-bas. Bon, là il faut des clarifications quand même, hein, parce que tout à l'heure j'ai posé le débat sur le patrimoine de l'État. Et là, il faut des clarifications. Alors, il va falloir dire aux Togolais, par exemple, pourquoi est-ce qu'il faut choisir Kara pour abriter la résidence et même le bureau du chef de l'État. Oui, mais c'est des clarifications. Et je pense que les explications qu'on peut donner aux gens en termes de développement, c'est qu'on veut créer des pôles d'attraction. Aujourd'hui, quand vous voyez un peu... Alors, je voulais rappeler aux auditeurs, ceux qui nous écoutent, qui peuvent aussi intervenir. Participer au débat. Hein. Pour l'instant, c'est par SMS sur le 93 94 96 64. Allez-y, Achadjoïm. Pardon, comme nous parlons de l'offre de formation, nous avons dit que tout est concentré à Lomé. Quand il y a eu l'université de Kara, vous avez vu que ça décongestionne encore les choses. Et il y a un pôle d'attraction en matière de formation et de recherche qui s'est créé au niveau de Kara, et ça a créé un peu de dynamisme là-bas. On nous parle aussi d'une université qui va s'implanter vers Dacha. Et il y a aussi des idées sur une école de formation, je ne sais plus en quoi, je ne sais pas si c'est en polytechnique, au niveau de Palimé. Oui. Je pense que c'est ça. Donc voilà des initiatives qu'il faut multiplier. Et sur le futur président de la République, l'État décidait, et en tout cas avec les députés, tout ça là, on mûrissait les idées, on voyait que bon, il faut le laisser peut-être à Sokodé ou à Kara. Je pense que c'est une très bonne chose. Pourquoi pas d'Apan? C'est quand on aura une personnalité qui va venir rendre visite à notre chef de l'État, à notre président de la République, je pense que la personne va atterrir à Lomé et va faire l'expérience aussi de l'intérieur du pays. Vous comprenez ce que ça suppose? Ça peut... Bonjour Isidore Akola, merci de nous avoir rejoints. Ça peut servir d'émulation pour que les Togolais acceptent facilement lorsqu'on les affecte vers l'intérieur, parce que si vous êtes, il faut pas être à la place des services qui affectent, que ce soit la magistrature. Mais il y a des cas, quand on envoie quelqu'un, c'est comme si les gens reçoivent grave. Voilà, ils négocient même pour ne pas aller. Donc, voilà. Donc, ça doit être inscrit dans une vision pour dire, voilà, pour que on ait État-nation. Voilà, c'est ça. Voilà. Bonjour Isidore. Toutes mes excuses. Vous nous écoutez en arrivant, on était en train de faire le débat sur le patrimoine, surtout sur la résidence du président de la République. Oui, tout cela. On parle là. Oui, non, vous avez commencé par d'abord la Constitution, mais il faut qu'on puisse connaître les prérogatives qui sont dévolues au président de la République aujourd'hui, qui n'est qu'un enjoliver.
il est réduit à sa portion congrue. Donc quand vous parlez de sa résidence, mais on peut lui trouver une résidence à la caisse. À la caisse. N'empêche. Il y a des villages. N'empêche. Puisque ça, c'est l'exécutif. Puisqu'il n'a pas grand rôle à jouer. Il n'a pas grand rôle à jouer. Il ne représente l'État à l'extérieur. Même pas. Même pas. Ils ne nomment pas les gens au poste de responsabilité. Il peut juste passer un mot. Quel mot? Oui, mais c'est dans le test comme ça. Oui, oui. Il peut passer un mot aux chambres et puis c'est fini. Et c'est fini. Il peut recevoir des gens au Même consultation. le Congrès, qui est les deux, les parlements réunis, Oui. mais c'est les procédures de l'Assemblée qui priment. Donc il est là que vous garnir, enjoliver pour le décor. l'État, pour le décor et assumer les chrysanthèmes, comme on a l'habitude de le dire. Donc on peut le mettre n'importe où, même chez moi aussi on peut le mettre. Où ça? Ah, Sigamé. Oui, on peut le mettre. On peut le mettre là-bas. Il ne représente rien. En fait, Il ne représente rien. Non, c'est une personnalité de l'État. Mais par contre, Faut pas le réduire à ça quand même. c'est ça les Personnalité de tests. l'État. Ouais. C'est ça les tests. Visitons les tests. Je l'ai publié même. Oui, oui, c'est vrai. Oui, je l'ai publié. Par contre, ce qui s'est passé au Bénin, qui m'a émerveillé, c'est que le Parlement se trouve où? Oui, à Porto-Novo. À Porto-Novo. Oui. Porto-Novo, il y C'est a la capitale politique du Bénin. Voilà. Quand on demande à un élève quelle est la capitale du Bénin, quand vous donnez Cotonou, vous êtes tout faux. Hein? Ben ouais. Ah oui, ah oui. C'est pas Cotonou. Bénin n'est pas la capitale du Bénin. Hein? Non, Cotonou n'est pas la capitale. Cotonou plutôt pas la capitale du Bénin. Capitale économique. Et je suis c'est allé Porto là-bas. Novo. Même. Je suis allé là-bas il y a de cela 4 ou 6 mois. Mais tous les rues sont pavées. Ah oui, bien sûr. Toutes les rues sont pavées. Il n'y a pas. Les détours qu'on fait ici là. Et Porto-Novo n'a rien à vier à Lomé. Allez-y. Allez-y voir. Même Nati Tengu. Oh, mais bon, voilà. Natitengo, à Sakov, Ouais. c'est proche de Kara. Oui. Mais aujourd'hui, le Bénin se développe. Où en sommes-nous? On se développe. Si la 5e République puisse nous permettre. Qu'est-ce que Francisco a dit? Oui, je l'ai suivi et je soutiens ça. J'ai l'impression que les 108 la pèsent. Ça pèse trop lourd. Comment? Qui n'arrive même pas à nous donner de l'eau, à nous donner de l'électricité. Ils viennent à peine d'arriver. Ils viennent à peine d'arriver. Ok, allons-y seulement. D'accord. Mais une précision, je voudrais pas qu'on voit, par exemple, que l'ancien président comme quelqu'un qui ne sait, le prochain président de la République comme quelqu'un qui ne sert à rien. Comme si c'est ce que nous disons en gestion des ressources humaines, ceux-là qu'on place pour manger. Non, il va falloir que même si les tests ne vous donnent pas ces prérogatives, moi je dis souvent aux gens que quand moi j'ai travaillé, le poste auquel on ne m'a pas encore mis, c'est agent de sécurité devant le portail. Je disais que le jour où le DG va décider de mettre agent de sécurité au portail, il va envier le poste. Ah ouais, parce que moi je vais lui montrer qu'il y a beaucoup de choses à faire là-bas. Donc il va falloir que ceux qui vont venir à ce poste ne se sentent pas ridiculisés, mais qu'ils se donnent de la valeur. C'est ça. Et que c'est ça. Non, ils n'ont aucune marge de manœuvre. Non, c'est pas une question de marge de Non, manœuvre. les attributions Oui. du président de la République. Oui. Il est le symbole de l'unité nationale. Tout à fait. Ça veut dire beaucoup de choses. Hein, président. Excusez-moi. C'est nationale. l'unité nationale. Non. Que fait Faure Gnassingbé aujourd'hui dans l'unité nationale? C'est une question. Il est le chef de l'État. Oui. Il peut envoyer des messages aux chambres. C'est ça que tu dis. Il peut. Il peut. Ne pas aussi. Oui. Ouais. Quand on dit il peut, On ne tiendra pas rigueur. on n'y porte à rigueur. Et on peut le lui refuser. Et il accrédite les ambassadeurs Oui. nommés au Conseil des ministres. Donc, il n'a pas la manette.
il n'a pas la manette. Il reçoit et accueille formellement les ambassadeurs, ces envoyés spéciaux, acceptés et accrédités par le gouvernement après qu'ils ont été dûment autorisés. Il n'a pas la manette. Il ne décide de rien. C'est un enjoliveur. Je continue. Bon. Non, on va lire tout ça là. Eric, je voulais placer un mot parce que je voulais aller dans le même sens que Napokora qui disait qu'il ne faut pas voir en ce chef de l'État ou bien ce président de la République dans le cadre de la 5e République comme quelqu'un qu'on va placer juste comme une marionnette qui n'aura même pas de rôle efficace à jouer. Non, il faut s'en tenir aux dispositions de la Constitution. Je pense que chaque autorité de l'État, c'est-à-dire il y aura de hautes personnalités, le président de la République et le président du Conseil, chacun a ses prérogatives. Donc si quelqu'un vient au niveau de la présidence de la République, il sait à quoi s'en tenir. Et je pense que quand on dit il est le symbole de l'unité nationale, c'est fort. Donc là, non, il dit c'est fort. Il a un rôle primordial à jouer au niveau de l'harmonie sociale, au niveau de l'équilibre même au niveau de l'État. Mais le président du Conseil des ministres, lui qui est le chef de l'exécutif, et dans tous les pays où il y a ce régime parlementaire, c'est comme ça les choses ont toujours fonctionné. Donc nous n'inventons pas la roue. Et donc le président de la République, dans le cadre du régime parlementaire... Excusez-moi, Chaïwame, est-ce que vous êtes sûr que Faure Gnassingbé, étant président du Conseil, il sera véritablement le président de la République décider certaines choses? Pas du tout. Sans son consentement. Non, mais c'est pas. Mais ce sont les tests. Les tests disent. Oui, il y a les tests. C'est lui le chef de l'exécutif. Il y a beaucoup de choses qui se passent en dehors des tests. En dehors des tests, ça vous le savez. Oui, donc je le sais très bien. Oui, mais les tests disent que c'est lui le chef de l'exécutif. Donc tout ce qui concernera l'État togolais, là il faut prendre les décisions, c'est le président du Conseil. Et c'est lui, c'est lui qui a le pouvoir. C'est lui qui a le pouvoir, c'est lui qui va décider. C'est ce dont parle Isidore. Ce que dit Isidore, c'est comme si, on a le Togo a inventé la roue. Parce que quand vous prenez un peu ce qui se passe en Israël, c'est un exemple moi je donne, mais Netanyahou, c'est lui qui prend toutes les décisions. Mais le président de la République, lui, il est là, et voilà. Et il a aussi son rôle qu'il joue, par exemple, avec la guerre avec le Hamas. Mais c'est Netanyahou qui a la manette. C'est lui qui décide, c'est lui qui dit faisons ceci, faisons ça, faisons ça, faisons ça. Parce que cela va de ses prérogatives. Quand vous allez en Italie, c'est la même chose. Donc c'est pourquoi il disait que ce qui a été dit dans le cadre de notre constitution là, c'est que le président de la République, le chef de l'État, a un rôle spécifique à jouer. Et il va s'en tenir à cela. Bien. Je voulais qu'on avance un peu. On nous a dit on l'a déjà fait à peu près. On nous a confectionné une constitution qui reprend à nos réalités. Prenons nos réalités. C'est le chef qui gouverne. Le président. Oui, bien sûr. Oui, c'est le chef qui gouverne. On dit chez nous, Etananani Vodona, Kukuna, Ekolo. Aujourd'hui, c'est ce qu'on vit. On dit que c'est ça, nos réalités. Je vais vous lire l'article 43. Les actes du président de la République sont contresignés par le président du Conseil. C'est-à-dire qu'il ne pourra rien décider sans l'avis du président du Conseil. Mais c'est un échappatoire. Pourquoi on ne dit pas que Faure Gnassingbé va briguer 5e mandat, 6e mandat et ad vitam aeternam? Bien. Alors, il y a un auditeur qui nous dit ceci. Ce matin, je regardais un live TikTok avec un touriste au Bénin. J'avais mal au cœur. Les Béninois disent que pour visiter la plage de Lomé, il ne faut pas oublier les cache-nez. La plage de Lomé devient trop sale. On a l'impression que le pays n'a pas de dirigeant. Et ça lui a fait très mal. Voilà. Un autre auditeur qui nous dit parlons de la déconcentration. Regardez comment même les ambassades sont concentrées à la cité OUA. Il suffit d'installer une ambassade dans chaque région et nous saurons comment seraient développées donc les régions. On avait fait un débat ici. Il y a un moment quand même, on se disait, je posais la question, quelqu'un qui perd un emploi à Lomé, est-ce qu'il est sûr de gagner un autre à Kara, à Sokodé, à Palimé, à Dapaon? Et la réponse que tout le monde a donnée, c'est non. Vous avez la réponse. On vous a dit que tout est concentré à Lomé. Le pôle de décision, c'est Lomé.
les pôles de réseau, c'est Lomé. Si vous quittez Lomé pour aller vers Kara, je vais demander. Non, pas pour moi, le pôle se déplace à Kara lors des Voilà. Et là, tout le monde se déplace pour aller négocier. Juste un mot encore avant de parler des inondations et de la justice, c'est les deux élections qui sont passées là, législatives et régionales. Nous avons aujourd'hui l'opposition qui n'a que 5 députés. Siéger, ne pas siéger, le confrère Le Mania Libéré en a parlé ce matin, mais avant, hier, vous pensez que, enfin, à peu près, même si c'est une question que vous posez à la une, quand on lit l'article, on semble avoir donc la question clairement. Tous ceux au niveau de l'opposition qui iront ou qui vont à l'Assemblée là, c'est pour être des collabos du Parti Unir. Vous êtes sincère en le disant? Oui, c'est des collabos. Ils ne peuvent rien faire. Même à 5, ils ne peuvent rien faire. Oui, mais ça on le sait. Oui. Ils ne sont pas majoritaires. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire là-bas? Ils n'ont pas le quorum pour se constituer en un groupe de propositions. Ils ne peuvent pas des propositions de loi. À moins qu'aujourd'hui, on puisse nous dire que le règlement intérieur a réduit de 19 à 2 ou à 3 pour faire des propositions. Vous vous souvenez, quand mon jeune frère là, PDP. Kadabara, Innocent Kadabara. Oui, c'est lui qui a porté, mais il a fallu négocier avec. Directement. Non seulement directement, mais avec. Ils ne peuvent rien faire. Ils sont obligés pour faire cette proposition de s'acoquiner avec Unir, le groupe parlementaire, pour porter cette proposition de loi. Mais aujourd'hui, puisque la proposition de loi arrange le parti au pouvoir, sauf que ces gens, lorsqu'ils demandaient le suffrage des populations, ce n'est pas dit que lorsque nous siégerons, que lorsque nous aurons la majorité. Non. Alors pourquoi est-ce qu'il faut leur refuser d'aller à l'Assemblée aujourd'hui? Mais quel rôle ils auront joué? Le rôle du député, c'est de légiférer, oui, de contrôler l'action gouvernementale. Il ne peut même pas le faire. Il ne peut pas légiférer. Et ils seront comptables de ce qui se passera à l'Assemblée. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on va aux élections et que vous n'êtes pas en posture de légiférer, il faut que vous ne siégez pas. Non, je ne dis pas ça. Ah, ok. Je ne dis pas ça. Chacun n'a qu'à prendre ses responsabilités. L'histoire retiendra. Oui, l'histoire retiendra. Francisco, quel commentaire vous avez fait? Pour moi, la question que je pose, ils sont allés aux élections, pourquoi? Pour aller à l'Assemblée. C'est pour aller à l'Assemblée. À partir du moment où ils sont allés, ils sont élus. Ils se retrouvent à l'Assemblée. Oui. Parce que qu'est-ce que ces sièges vont devenir? Ok? Parce que là, on n'aura plus les 113 députés. Non. On aura 112 ou 111. Parce que pour l'instant, le parti FDR qui a porté à Pévon, même s'il a un mandat impératif, non, ça n'existe pas. Non impératif. Non impératif. Il doit siéger. Mais là, c'est le flou chez lui aussi. Oui, c'est ça. Ou soit ce qui va arriver à l'avenir, c'est d'annuler les élections dans les 2 circonscriptions et les reprendre, je crois. Mais c'est ce qui devait se faire, même depuis que les gens ont porté des greffes sur certaines circonscriptions électorales. Non, mais si les gens ne siègent pas, il faut pouvoir. Oui, au poste. Donc, on doit reprendre les élections dans ces circonscriptions. Bon, on peut dire que selon les résultats, patati patata, celui qui vient en deuxième position prend le siège. Le parti le candidat. Oui. Et dans ce cas-là, vous allez voir que c'est toujours Unir. Oui, Francisco, finissez de la parole. De toute façon, ces postes ne seront pas vides. Non, on va pouvoir. Voilà, donc comment ça va se faire, là, on ne sait pas. Bon, donc, si, moi, je dis, ils ont accepté d'y aller, selon les conditions. Eux-mêmes, ils voyaient.
je crois que l'opinion, ceux qui ont analysé le tableau avaient déjà tout dit. Mais ils ont cru à leur chance, à leur force, ils sont allés. Donc, il ne faut pas qu'ils fassent ici ce qu'on appelle un mauvais perdant. À partir du moment où ils ont décidé d'aller à ces élections, c'était pour siéger. Donc, quel que soit le nombre de voix qu'ils ont. Donc, vous êtes convaincu que l'élection a été claire, limpide, et les résultats reflètent. À quelle élection ils ont déjà été, et ces élections ont été claires et limpides. 94. Même, oui, 94, avec même les annulations qui ont été faites. 94. Oui. Après, il y a disons, dans certaines zones, je crois, dans plein de choses, on a annulé, repris. Après, le RPT a repris. Mais les autres sont restés à l'Assemblée. Et UTD et son choses. Je n'en dis qu'on vient. Oui. Bon, maintenant, avec la suite, tout ce qu'on a eu comme Assemblée, avec la présence de 24 députés, et UFC, ça a apporté quoi? Rien. Non, on les a chassés. Hein. Non. Tous les parlements, attendez, je pense que tous les parlements dans lesquels ils ont siégé, quel a été l'acte significatif posé? Je n'en vois pas. Soit certains sont devenus partis charnières, certains sont députés débauchés. Et c'est ce qu'on a vécu jusqu'à ce stade. Et qu'on continue comme ça, c'est ça, non? Acha Ibrahim. Non, moi j'estime que le débat doit évoluer au Togo. On doit cesser de se mettre dans des carcans politiques et pour ne pas voir au moins ce que nous tous nous appelons de notre vœu l'évolution de notre pays. Pourquoi je le dis? Parce que les gens sont allés à ces élections législatives pour apporter un plus à notre pays. Et lors des campagnes, j'ai suivi tous les candidats. Il faut aller vers la modernité, il faut faire pour que notre pays avance, tout ça là. Mais c'est sur cette base que les populations ont accordé leur suffrage à des candidats. Et donc, les résultats reflètent. Quand nous prenons, par exemple, au niveau de golf, il y a Maître Pévon qui a eu, en tout cas, des milliers de voix. Il y a Fabre aussi, M. Fabre qui a eu des milliers de voix. Il y a de l'autre côté Mme Adjamagbo aussi qui a eu des milliers de voix. Il y a celui de Unir aussi, la tête de liste M. Ouna qui a eu aussi des milliers de voix. Ça voudrait dire que les populations, chacun à son niveau, a reçu un message. Et c'est déterminé par rapport à ce message. Donc, ça, automatiquement, c'est un contrat qui est scellé entre les électeurs et les candidats. Donc maintenant que les électeurs vous ont porté leur voix et vous ont porté à l'Assemblée nationale, mais pourquoi vous allez refuser d'aller siéger? Moi, c'est la question que je me pose. Et moi, j'estime que, et je rejoins le raisonnement de Mme Adjamagbo, c'est que il faut siéger. Et à chaque fois qu'il y aura des lois, chacun va apporter son argumentaire, puisqu'il y a un débat qui va se faire en plénière. Ça va changer beaucoup de choses. Wow. Ça va changer beaucoup de choses. Non. Chacun va apporter son argumentaire et apporter son plus à la loi qui va être votée. Si c'est en termes d'interpellation, si Mme Adjamagbo interpelle un membre du gouvernement, au moins le bon sens fera que même ceux qui sont du parti Unir, qui sont censés avoir des acquaintances avec ce membre du gouvernement, seront obligés d'agir dans le sens de la nation. Et c'est en ce sens que les députés que nous avons aujourd'hui sont les élus de la nation et non les élus des chapelles politiques ou bien des regroupements ou bien des régions données. C'est ce qui est dit. C'est ce qui est dit. Et je dis que, c'est pourquoi je te disais que... Nous savons en réalité... Bien évidemment, c'est pourquoi je disais que nous devons évoluer en mentalité. Quitter la sphère des chapelles pour aller vers la sphère de la nation, ce que nous voulons faire de notre Togo. Parce que c'est de ça il est question. Si nous continuons toujours par rester dans nos regroupements, bon, c'est vrai qu'il y a les partis politiques, il y a tout ça là, il y a les affinités, il y a des clans, il y a de tout ça. Mais quand nous allons toujours rester dans ces carcans là, nous n'allons pas voir l'évolution de notre pays. C'est pourquoi je disais que c'est une assaise que nous devons faire, aller encore au devant des choses,
porter notre pays, pour que notre pays, avec une certaine fierté, pour que notre pays soit, en tout cas, un pays modèle, un pays moderne. Bon, maintenant, pour chuter, c'est ce que je voulais dire. Les députés, ceux qui sont élus, doivent siéger parce qu'ils ont un travail à faire pour la nation. Et c'est pour ça qu'ils sont allés aux élections. Maintenant, la crédibilité des élections, la transparence et tout ça, là, je pense que la Cour constitutionnelle s'est prononcée là-dessus. Et là, à ce niveau, chacun a son idée. Et chacun, en allant à ces élections, avait aussi ses idées par rapport à ces élections. Mais les gens sont allés. Bien. C'est fini? Oui, allez-y. Bon, non, ce que je dis, non, on laisse le sujet. Non, allez-y. Moi, je ne vais pas laisser ce sujet. Allez-y. Tout ce que vous avez développé, c'est comme si la vérité des unes est proclamée. Oui. Non, arrête. Laisse-moi continuer. On est clair. Nous n'avons pas dit que les élections ont été transparentes. Oui. Nous avons dit que la sonnette d'alarme était là depuis. C'est les acteurs du terrain. Et quand même un député s'est amusé à dire que il savait pas que c'est comme ça, je me dis mais là il est bête. Excusez-moi le terme, parce que tous les signaux étaient là. En 2018, écoutez-moi, les gens ont refusé. S'ils ont d'y aller. Non, c'est pas parce que non, arrête ça. Ce raisonnement, il faut l'arrêter, parce que enfin, c'est le reproche qui sont faits aux gens que vous n'étiez pas allé en 2018. C'est pourquoi l'Assemblée, la 6e législature est monocolore. Allons-y. Et ils sont allés. Maintenant c'est pire. Mais ils refusent de siéger. Mais parce que c'est pas la même chose finalement. Mais finalement, les gens n'iront plus aux élections. Le problème qui se pose aujourd'hui au Togo, il faut que même Faure Gnassingbé et son gouvernement puissent y réfléchir. D'accord. Le mode d'évolution n'est plus pas les urnes. Du pouvoir n'est plus pas les urnes. C'est comment? Ils n'ont qu'à aller chercher, comme Trimois nous avait dit. Bon, je ne reviens pas sur ça. C'est pas les armes. Non, on n'est pas dans cette logique-là. Non, c'est pas dans cette logique. C'est moi qui l'a dit, non? Non, parce que il a dit, mais est-ce que les urnes ont montré leurs limites. Les urnes ont montré leurs limites. Oui, mais est-ce qu'il le disait? C'est pourquoi j'ai toujours dit que soit les Togolais sont stoïques. Parce qu'ils savent que ceux qui nous gouvernent se comportent très mal. Très bien. Mais c'est eux toujours qui gagnent. Il est 12 heures. Soit ils sont hypocrites. Alors, il est 12 heures sur la radio. On va marquer une pause publicitaire obligatoire et on revient juste après pour continuer le débat. On parlera de la justice et on parlera également des inondations. Taxi FM, la seule radio d'information continue. Tout de suite, la pub. Alerte promo sur Taxi FM. Tu veux diffuser ton spot à prix cassé? Écoute ça. Pour seulement 13 850 francs CFA, diffuse ton spot pendant 3 mois sur Taxi FM. Et attends, ce n'est pas tout. Nous vous offrons gratuitement la conception des spots. Oui, tu as bien entendu. Mais dépêche-toi, cette offre est soumise à condition. Appelle vite le 90 08 92 51 pour en profiter. Êtes-vous un professionnel et passionné par les défis des finances publiques? Souhaitez-vous vous faire former pour devenir un expert dans ce domaine en constante évolution? Eh bien, ne manquez pas l'opportunité unique de rejoindre la promotion 2024-2025 de l'Institut de formation fiscale et douanière de l'Office togolais des recettes IFFD-OTR. L'Institut propose au cycle supérieur les filières impôts, douane, cadastre et conservation foncière, trésor, management des services fiscaux et douaniers. Et au cycle moyen, nous avons la filière géomètre-topographe. Nos cours sont dispensés par des experts de renommée mondiale issus à la fois du monde académique et de la pratique professionnelle, garantissant ainsi une formation de haute qualité et pertinente. Les inscriptions pour la promotion 2024-2025 sont désormais ouvertes. Pour postuler, consultez notre site web le www.iffd.otr.tg pour obtenir toutes les informations nécessaires et déposer votre candidature dès aujourd'hui. Ou écrivez-nous sur le WhatsApp au 70 79 09 59. Ne manquez pas cette opportunité exceptionnelle de faire avancer votre carrière dans ce domaine passionnant. Rejoignez-nous rapidement à l'Institut de formation fiscale et douanière pour cette aventure passionnante.
voulez de la visibilité sans vous ruiner? Écoutez ça. Sur Taxi FM, c'est seulement 3000 francs CFA par jour pour diffuser votre annonce 10 fois pendant 15 secondes. Waouh! Donnez un coup de boost à votre visibilité sans casser votre budget. Mais attention, cette offre est soumise à condition. Contactez-nous vite au 90 08 92 51. Bouge pas, ça va t'intéresser. Taxi FM te recommande auprès de ses centaines de millions d'auditeurs avec un message dynamique et accrocheur. Et devine quoi, ça coûte que 5000 francs CFA. Waouh! Mais fais vite, cette offre est à saisir dès maintenant. Appelle le 90 08 92 51 avant qu'il ne soit trop tard. Taxi FM, la recommandation qui envoie du lourd à prix minime. Retour des tubes dans un instant sur Taxi FM. Taxi FM. Merci pour votre fidélité à la radio, Génial Taxi FM. Nous sommes à la gare routière de l'information, destination 12h30. On a encore 25 minutes à passer ensemble ici. Alors, il y a quelques réactions de tout ce qu'on disait. Les auditeurs qui nous écoutent ont envoyé des messages. Il y a un auditeur qui nous dit, par exemple, ne soyez pas surpris que RPT Unir va bientôt faire la révision de la nouvelle constitution. Un autre qui nous dit, il faut que nos dirigeants pensent à désenclaver notre pays en construisant les voies ferrées de Lomé à Saint-Cassé. Ainsi, on aura la décontraction de la ville de Lomé. Nous espérons que la 5e République nous apportera cela. Ainsi, les gens peuvent être à Tapamé et venir travailler à Lomé et repartir le même jour. Je crois ce qu'il veut ajouter. Nous appelons les 108 députés de Unir et de soutenir la vague ou la venue de TGV au Togo. Bon. Non, c'est pas T'as pas expressé à aborder. Non, écoutez. T'as pas expressé à aborder ce dossier jusqu'au TGV. D'accord? Mais il faut savoir que la gestion du TGV coûte cher. Le TGV, ça coûte cher. Mais on peut avoir des trains, d'accord? Pour comme il a demandé, on peut avoir des trains pour à Tapamé Lomé. C'est combien de kilomètres? Attendez, quand vous quittez Lomé Palimé, aujourd'hui vous faites à peine une heure. D'accord? Mais quand vous quittez Agoué pour le port, vous allez faire 1h30, 2h. Vous voyez? Non, on parle pas des embouteillages. Ah oui? Bien évidemment. Ah oui? Le contournement aussi? Bon, le contournement, je dis au port, quand vous prenez le contournement, vous arrivez à partir de choses, comment l'appelle-t-on, après le deuxième pont, c'est fini, ça commence maintenant. Si vous prenez la voie de Netadji, vous arriverez la nuit. Si vous allez jusqu'à Sintogo, vous voulez redescendre, mon ami, là aussi c'est la croix la bannière pour arriver au port. Donc, ce que je dis, vous faites 1h30, 2h. Si vous prenez de GTA pour Agualepedo GTA pour aller au grand marché, sinon pour aller au port, vous allez passer plus d'1 heure de temps. On va y aller à pied. Voilà. Donc, il y a tout ça, même à Lomé. Maintenant, même à Lomé, il faut remarquer les heures ouvrées. Même 10h, 11h. Vous voyez qu'il y a un embouteillage par endroit. Ce qui veut dire qu'il y a un problème qu'il faut résoudre dès maintenant. Donc, ce qu'il a parlé du train, je lui dis, quand il faut parler de TGV,
ça coûte cher. Il y a Abuja, quand même, je dis Abuja, le Nigeria a quand même expérimenté par endroit, s'il faut parler de freedom, tout, sinon ce serait une bonne chose. Mais le Sénégal le fait déjà. Que je sois à Bassa, que je me lève en 1h30, en 1h30 le train, que je sois à Lomé. Qu'est-ce que je fous encore ici? Je vais rester là-bas circuler dans les buts d'igname. Je suis d'accord avec le développement de Francisco. Il faut rêver grand. Il faut nous faire rêver. Il faut nous faire rêver. Les trains de Mathusalem là. Il faut les. Non, ça ne passe plus. Ça ne passe plus. Non, ça passe juste pour les clinquers. C'est pour les clinquers. C'est fini. Oui. Et je suis d'accord avec vous. Vous voyez les fumées. Bon. Mais c'est pas possible. Il y a le comment appelle-t-on? Il y a les wagons et il y a deux locomotives. Oui. Des locomotives arrière. Donc quand la locomotive d'avant tire, l'autre pousse. Et c'est comme ça qu'on fait. Avec des fumées, c'est possible d'avoir des trains. C'est possible d'avoir des trains améliorés. D'accord, mais j'ai dit que aujourd'hui c'est TGV. Sinon la Guinée, on ne parle pas de qu'on appelle train à grande vitesse. La Guinée, on ne parle pas de transway, les tramways. On parle de trains à grande vitesse. Oui, bien sûr. Bon, d'accord, très bien. Alors, voilà les politiques, les auditeurs qui disent, il y a un qui dit, quand ils décident de siéger, les Togolais disent qu'ils y vont pour de l'argent. Maintenant qu'ils ne veulent pas siéger, vous vous insurgez contre eux. Vous oubliez que ce régime a renvoyé des gens à l'Assemblée et vous n'avez rien dit. Bon, ce qui n'est pas vrai. On a tous vu les fraudes massives lors de ces élections. En cas de fraude, les élections sont nulles. Faut-il participer à cette mascarade parlementaire où leur présence équivaut à leur absence? Ce peuple même ne sait pas ce qu'il veut. Ils ont faim, ils souffrent de tous les moments. Ils préfèrent laisser leur bourreau et s'en prendre donc à ceux qui essaient de les aider. Voilà, c'est ce qu'il dit donc cet auditeur. Ils aident qui? Les politiciens là aident qui? Quand nous sortons dans la rue, nous prenons les estocades avec même nos plumes. Mais qui a une fois vu leurs enfants? Ils sont bien protégés. Non, excusez-moi, il faut que les gens cessent de dire des barantin, quoi. Et puis, vous voyez les conditions électorales. Vous pouvez même vous mettre en coalition. Vous avez vu, tout le monde a déposé une liste. Est-ce que ça, c'est des politiciens, ça? Vous allez à une compétition où le jeu, le terrain est déjà miné. Et vous y allez, au lieu de faire une synergie d'action. Si le terrain est déjà miné, même en synergie, ils feront quoi? Non, ça ferait mieux, Au moins, non. Aujourd'hui, je ne te retrouve pas. Non, ça, je te le dis. Ça aurait, je vous assure, vous décidez de ne pas y aller. Mais ils ont décidé qu'ils vont y aller parce que les gens leur ont dit, allez-y. Il y a les labos qui ont provoqué cette psychose. Vous dire que parce que vous n'aviez pas été. Ouais, on est en politique, il y a la communication politique. Lisez bien les choses. Quand les gens étaient en train de faire des choses, il y a des voix qui sont sorties. Vous n'avez, c'est à cause de vous quelque chose. En vous poussant, on vous a poussé. Mais j'ai dit ici même que la subvention pour les élections a été donnée quand? À la fin. À la fin. Parce que quoi? Parce que celui qui va se retirer. Non, pas de parti politique. Nous aussi, nous sommes concernés. Oui, mais non, là, il parle de parti politique. Oui, mais celui qui va se retirer n'aura plus. Non. Ils sont allés jusqu'au bout. Non, Francisco. Est-ce que c'est parce que les gens sont allés en rang dispersé qui n'ont pas gagné? Ou c'est que. Non, arrête. Oui. Parce que les résultats des urnes ne sont pas proclamés. C'est ma grande question. Réponds ça. Réponds à ça. Non, il n'est pas de la CENI. Il n'est pas de la CENI, il n'est pas de la Cour. Non, à le suivre. Moi, je dis. À le suivre, il dit que c'est parce que les gens sont allés en rang dispersé qu'ils ont perdu. Il y a ça. Il y a ça aussi. Non. Il y a ça aussi. Est-ce que les résultats des urnes sont proclamés?
Il parle de stratégie. Moi, je n'ai pas dit que les élections sont claires. Les gens peuvent y aller. Non, les gens peuvent y aller à cas dispersé. Non, les gens peuvent y aller à cas dispersé. Si les résultats des élections sont proclamés, ils auront leur voix. Merci beaucoup. Il y a une autre réaction. Ils auront leur représentation. Je suis en train juste de lire des commentaires des auditeurs. Il y a un autre auditeur qui nous dit le régime parlementaire est un régime de rigueur. C'est pas un régime pour les paresseux et des incompétents. Avec ce régime, le président du Conseil, les ministres, les préfets, les députés, les sénateurs, les maires, les conseillers régionaux, tous doivent travailler car ils seront désormais objectifs. Et oui. Objectiver, évaluer, disons que c'est du leurre. Un autre qui nous dit, c'est son commentaire, laissez-le. Quand vous parlez, ils n'ont pas réagi. Alors, voilà. Il y a un auditeur qui nous dit, le peuple sera témoin. En siégeant, les députés pourront faire un travail d'éveil des consciences, éduquer la nation en informant l'opinion de tout ce qui se fait à l'Assemblée, tous ceux qui ne siégeront, qui ne viendront plus demander le suffrage du peuple à l'avenir. C'est à cause de cette façon de faire la politique et qui fait qu'aujourd'hui le pouvoir est si puissant. La NCFDR doivent des partis ou sont des partis qui font de la politique politicienne, dit donc cet auditeur. Monsieur, je voulais qu'on évoque un autre sujet très rapidement. Non, le problème qui se pose aujourd'hui, les Togolais n'ont plus confiance aux élections. Et c'est ça le drame. Ils vous ont dit ça? Non, mais faites votre petite enquête d'opinion. Les gens iront plus aux urnes. Puisque la solution ne passe pas par les urnes. Aujourd'hui. Et les taux de participation qu'on a la dernière fois? Non, mais les gens ne vont pas participer. Moi-même, qui suis ici, je ne veux participer à aucune élection. Vous avez, je le dis. Vous n'irez plus voter. Non. Oui, vous parlez de solution. Quelle solution? La solution, c'est que on puisse donner la confiance aux gens. Ce qui s'est passé hier et la fois dernière, vous avez vu la tribune de Thierry Tama, qui est député. Mais comment tout ça s'est passé, ce n'est pas des élections. Et les gens n'ont plus confiance d'y aller. Moi, j'ai mobilisé les gens à aller à cette élection. Ils sont revenus. C'est vous les journalistes, nous sommes allés. Il n'y a qu'à nous qui est là pour porter. Qu'est-ce que je vais leur dire? Un autre auditeur qui nous dit, pour cette question de siéger, c'est juste à cause de Adjamagbo. Les gens ne veulent pas travailler avec elle ensemble. Vous pensez que si c'était ANC, chef de file de l'opposition, ils vont refuser de siéger? Quand ils allaient aux élections avec ce découpage électoral, cette CENI, ils attendaient à quoi? Pourquoi ils ne démissionnent pas des mairies? On a vu Nathaniel Olympio depuis un moment dire qu'il ne participe pas aux mascarades électorales et il le respecte. Vous participez et vous venez crier aux voleurs, dit l'auditeur. On va évoquer un sujet de justice d'abord, juste 5 minutes rapidement. Il y a récemment, je crois que c'est notre confrère Ferdinand Haïté qui a révélé ce message passé par le ministre de la Justice de tout nouveau, Namtougli. C'est un message qu'il a adressé le 1er mai dernier donc aux acteurs de la justice en des termes qu'on avait déjà eu à entendre, parce qu'il n'y a pas longtemps, c'est le président de la Cour suprême, Abdoulaya, qui a aussi placé un mot et a identifié le mal qui ronge la justice au Togo, qui nous amène aujourd'hui à poser clairement la question: qui a la clé aujourd'hui pour sauver le soldat justice togolais? Qui a la clé, Acha Ibrahim? Alors, dans le message, par exemple, excusez-moi rapidement, du ministre de la Justice, à l'occasion de la journée des travailleurs, il dit: il me plaît de saisir cette occasion pour vous rappeler, acteurs de la justice, magistrats, greffiers, personnel administratif, l'importance de la justice dans un État, de faire l'état des lieux de notre justice aujourd'hui et ensemble définir les perspectives d'avenir. En tant qu'acteur de la justice, votre travail revêt une importance cruciale pour la société. Pour atteindre cette vertu qu'est la justice, vous devez vous engager pour le peuple au nom duquel cette justice